Nous allons donc voir maintenant comment est-ce qu'on peut traiter la dyspareunie, est-ce qu'il y a quelque chose à faire et comment on va pouvoir aider les patients. Alors on va d'abord voir les traitements globaux et je ne vais évidemment pas les détailler ici et puis on prendra bien le temps d'approfondir qu'est-ce qu'on peut faire en kiné. Donc au niveau des traitements qui sont reconnus et qu'on retrouve dans la littérature et qui sont recommandés, eh bien en premier lieu on retrouve l'éducation thérapeutique et ça tombe bien puisqu'on fait énormément ça dans nos cabinets. Donc on retrouve éducation thérapeutique, modification des habitudes de vie, anesthésie topique. Alors pour l'anesthésie topique, j'ai quand même un petit bémol à y mettre. Donc l'anesthésie topique, c'est quoi? C'est en fait mettre un gel à base de xylocaïne. Par rapport à la xylocaïne, personnellement, je mettrais un petit bémol parce que il y a deux manières d'utiliser la xylocaïne. On le verra dans la vestibulodynie provoquée, on peut l'utiliser en application quotidienne et ça c'est pour désensibiliser le nerf et ça c'est quelque chose qui est démontré et qui fonctionne. Mais on prescrit parfois le gel à la xylo pour avoir une pénétration non douloureuse. Et là, je ne suis pas d'accord avec ça. Bon, c'est un point de vue personnel, mais je me permets de vous le partager. Mais on envoie un drôle de message à la patiente quand on fait ça, parce qu'on vient vraiment endormir la vulve, le vagin, pour que la pénétration soit possible. Et en fait, le message que ça envoie à la patiente, c'est que la pénétration est indispensable et qu'elle est tellement indispensable qu'il vaut mieux faire une anesthésie pour que ça puisse avoir lieu. Or, vous allez voir que toute une partie de notre éducation est basée aussi sur la compréhension qu'on doit accepter les limites de son corps, ce quand son corps est d'accord ou pas d'accord, toute cette notion de consentement et le fait que la pénétration n'est pas quelque chose d'indispensable à la sexualité. Et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir expliquer aux patientes. Souvent, j'explique un peu comme ça en disant, la pénétration, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau. Mais ce qui importe d'abord c'est le gâteau et puis c'est très bon de mettre du chocolat ou des noisettes sur un gâteau, on n'est pas obligé de toujours mettre une cerise et c'est quelque chose qui va être important de discuter de ça avec les patients. Et quand on donne à une patiente qui dit moi j'ai mal pendant les rapports sexuels, docteur, qu'est-ce que je dois faire, et qu'on lui dit tenez, prenez un gel et endormissez la zone, c'est quand même un drôle de message qu'on envoie aux patientes qui, selon moi, n'est pas très thérapeutique parce que ça ne soigne pas, ça ne donne pas une solution. Ça permet juste d'avoir un acte à un moment donné. Et donc, je ne pense pas que ce soit une bonne solution. Malheureusement, c'est décrit dans la littérature, donc je vous l'ai mis quand même. Mais je mets quand même pas mal de bémols là-dessus. Après, on propose également des antidépresseurs tricycliques. C'est quelque chose qu'on va proposer plus quand il y a une composante de sensibilisation centrale. Ça a démontré ses effets déjà dans les douleurs pelviennes, etc. Il y a évidemment les traitements hormonaux. On pense par exemple aux problèmes d'endométriose. On a quand même vu que parfois en changeant la contraception des patientes, etc., on avait une amélioration au niveau de la dyspareunie. On peut donner des anti-inflammatoires. Il y a des traitements en botox qui sont recommandés. Après, le botox a surtout montré des effets en deuxième intention quand la kiné n'a pas fonctionné. On a la kiné, enfin. Donc elle arrive, vous voyez, assez loin dans la liste. Si j'avais dû faire la liste moi-même, je l'aurais mis en tout premier. Et puis on a les thérapies cognitives. Je pense qu'on devrait vraiment mettre la kiné en premier. Dans les dyspareunies, on a vraiment un grand rôle à jouer, puisque je vous ai dit que c'était très souvent lié à une hypertonie du plancher pelvien. Eh bien, on va vraiment pouvoir travailler sur cette hypertonie et pouvoir aider les patientes. Ensuite, les modifications des habitudes de vie et l'éducation thérapeutique vont prendre une place énorme. Alors, on va voir maintenant en kiné, puisque c'est le thème de ce e-learning, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour aider ces patients. Finalement, je vous ai dit qu'on avait un rôle à jouer, mais quel est le rôle que l'on va pouvoir jouer? Alors pour ça, on va voir un petit peu le programme suivant. Et donc, on va évidemment toujours commencer par une anamnèse, c'est la partie la plus importante. Dans les problèmes de troubles sexuels, ça va être important de prendre le temps de faire une anamnèse. Je pense qu'il faut prévoir 1 heure pour faire une anamnèse correcte, faire anamnèse, donner des explications aux patients, expliquer ce que vous allez faire, ce que les patients vont pouvoir faire. Est-ce qu'ils sont d'accord avec le traitement? Est-ce qu'ils adhèrent à ce que vous proposez? Eh bien, tout ça, c'est le temps de la première séance et je pense qu'il faut vraiment essayer de prévoir 1 heure. Après, on va essayer, on va donner toutes les explications nécessaires aux patients. On va essayer aussi que le patient se prenne en charge avec toute cette question de l'autonomisation du patient. Ensuite, on va voir l'examen clinique. Et puis, on va commencer par la proprioception, mais vous allez voir qu'on va commencer plutôt en dehors du vagin, de la vulve. On va s'éloigner assez fort du plancher pelvien pour s'en rapprocher petit à petit. Et puis, on va faire notre traitement de kiné un peu habituel avec une harmonisation ostéo-articulaire, une approche musculaire, une approche mixonnelle. Pourquoi faire une approche mixonnelle dans les troubles de dyspareunie? Parce que souvent, il y a des problèmes mixonnels associés. C'est quand même assez fréquent que les patientes vont décrire des symptômes d'hyperactivité vésicale
en lien avec une dyspareunie, ce qui ne nous semble pas incohérent puisque quand on a une hypertonie du plancher pelvien, eh bien ça peut donner une hyperactivité vésicale. Et donc c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir aller questionner chez le patient pour aller voir ce qui se passe et s'il y a des symptômes XNL, ben, on va les traiter. Enfin, la modification des habitudes de vie, ça prend une place importante et puis la prise en charge de la sexualité qui va un petit peu avec l'autonomisation du patient, c'est-à-dire que eh bien, c'est un sujet un petit peu particulier, c'est pas si évident, il faut trouver les bons mots pour expliquer à la patiente, pour voir qu'est-ce qu'il en est dans sa sexualité à ce moment-là, est-ce qu'on continue à avoir des rapports sexuels ou pas, comment est-ce qu'on peut en parler aux patients, à partir de quel moment il faut référer parce que ça nous dépasse un peu, et bien tout ça on va le voir ensemble dans la suite.